Très bien, les amis, nous avons beaucoup de choses à aborder aujourd'hui. Donc, pendant des semaines, j'ai travaillé sur un tuyau assez solide, quelque chose qui s'est passé en ligne, ce que je qualifierais d'information de tierce partie. Une personne en poste à Fort Huachuca a affirmé publiquement avoir vu Erika à Fort Huachuca. Elle en était certaine. Et puis, en quelque sorte, elle s'est fait chasser d'Internet et elle a tout supprimé. Quoi qu'il en soit, j'ai pu suivre cette piste. Et j'ai encore d'autres informations à ce sujet. Mais en plus de cela, je peux affirmer que je me sens totalement à l'aise de dire ou d'affirmer clairement qu'Erika connaît parfaitement la base de Fort Huachuca, la base de renseignement. Parce qu'il était une fois, elle a tourné un teaser pour un court-métrage là-bas ou dans les environs, et le sujet général du film ne va pas vraiment aider à dissiper les théories du complot. Aussi, plus tard dans l'émission, je veux parler de Nick Fuentes. Parce que, franchement, jusque-là, tout ce qu'il faisait ne me dérangeait pas trop. J'ai toujours dit qu'il n'était pas fait pour moi. Son contenu n'est pas pour moi. J'ai aussi toujours dit qu'il était clairement un informateur fédéral. Mais peu importe si des gens veulent le suivre. Eh bien, maintenant, il a attiré mon attention parce que, franchement, il essaye de banaliser la pédophilie. C'est ce qu'il fait. Et je ne sais vraiment pas comment demander qu'on ne fasse pas ça en tant que société. Est-ce qu'on peut éviter ça? Est-ce qu'on peut juste ne pas le faire? Oui. Pourquoi, en tant que société, n'arrivons-nous pas à nous mettre d'accord sur ce principe tout simple? Bienvenue à nouveau sur Candace. Bon, les amis, Fort Huachuca, la réaction publique, c'était vraiment beaucoup trop exagéré. On n'a pas vraiment besoin d'analyser tout ça. On n'a pas besoin de revenir sur tout ce qui s'est passé, mais il suffit de dire que c'était assez clair qu'il paniquait. Il ressortait toutes les histoires de baby mama de Mitch, ses fils, tout, pour dire que ça n'est jamais arrivé. Et on se demande, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que vous êtes tous aussi paniqués à propos de cette base? Il est évident qu'il s'est passé quelque chose ici. Et on apprend ensuite que c'est une base de renseignement. On en apprend plus sur la façon dont ils donnaient des cours à leurs agents pour leur apprendre à faire semblant d'être chrétiens et à s'infiltrer dans des organisations chrétiennes. Là, ça devenait bizarre. C'est clairement étrange, non? Et puis, il y a eu, évidemment, la bourde de communication. Quand les gens en disent trop, presque en essayant de discréditer quelque chose, quand ils font semblant de ne même pas comprendre des mots anglais. Fort? Fort? Pouvez-vous l'utiliser dans une phrase? Qu'est-ce qu'un fort? Mon Dieu, ces gens sont complètement fous. Erika n'était pas dans un fort. D'accord. Bon, Andrew Colbert, un peu trop. Comme je l'ai dit, il a le pied lourd. Vroom, trop vite. De 0 à 100, trop vite. Si ceci... Oh, en fait, plutôt si j'étais leur agent de relations publiques. Et pour être clair, je pense que Turning Point USA devrait me proposer un contrat de consultant mensuel. Je peux aider. Si ça avait été moi, j'aurais dit « Oh, Fort Huachico. Oui, on connaît tous Fort Huachico. Oui, Erika habite à côté. En fait, je crois que sa mère y travaillait peut-être. Laisse-moi l'appeler pour voir. Elle y était peut-être. Je n'en ai aucune idée. Je vais voir. Je te tiens au courant. » J'aurais fait comme si de rien n'était. Non, Andrew est du genre à dire « Voilà une photo d'elle avec ses bébés, prise à la mauvaise date. » Elle ne construisait pas une forteresse de coussins. Oh non, elle mangeait des hamburgers. J'aime chipotle. Quoi, Andrew? Que sommes-nous? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi sembles-tu nerveux? C'était des gens dotés de bon sens. C'est ce que je crois que nous avons tous ressenti. Et je vais vous en dire beaucoup. Je peux, comme je l'ai dit, affirmer qu'elle a définitivement entendu parler de Fort Huachuca. Donc, j'ai été intéressée quand certaines personnes qui étaient basées à Fort Huachuca vers 2010, peut-être 2011, m'ont contacté pour m'informer qu'ils connaissaient Erika et qu'Erika connaît assurément la base parce qu'un tas de gens de la base y étaient affiliés et avait travaillé avec elle d'environ 2010 jusqu'à 2013 sur un court-métrage qui n'a jamais vu le jour. Comme preuve de cela, parce que je me demandais, est-ce qu'on est en train de me piéger ici? Et puis non, je n'étais pas en train de me faire piéger. Pour preuve, ils m'ont en fait fourni des affiches du film qui avaient été prises de façon professionnelle, ainsi que le film qui s'intitulait November Renaissance. D'accord, évidemment, on sait qu'elle a fait ça. Un peu de comédie ou de télé-réalité. Je ne sais pas trop comment on pourrait le formuler. On sait qu'elle poursuivait une carrière sur scène, évidemment. Elle participait à des concours de beauté. Et oui,
On regarde cette affiche de film avant que je vous explique de quoi il s'agit, de quoi parle le film en lui-même. Juste par association, pratiquement. Toutes les personnes impliquées dans ce film, les acteurs, les doublures cascadeurs, sont liées à Fort Huachuca. Impliquées dans l'armée au minimum. La personne dont elle était, selon eux, très proche était Clayton Hogan. J'espère que je prononce correctement ce nom de famille. H-A-U-G-N. C'est peut-être juste Hogan. Et il s'occupe du marketing pour cette entreprise de défense. Dylan Aérospatiale. Voici Don Free. On pourrait le considérer comme un simple combattant, mais il a en réalité obtenu son diplôme d'études secondaires à Sierra Vista, puis s'est entraîné au judo à Fort Huachuca. Il y a Peyton McCormick. Son grand-père est le colonel Pete McCormick. Son père est le lieutenant-colonel Alan McCormick, qui a été en poste à Fort Huachuca. Peyton a également été élue Miss Teen USA en 2006, Priscilla Annuel. Et encore une fois, on peut afficher cette affiche, Skylar, pour qu'il voit bien qu'on passe en revue les noms ici aussi. Son père était lieutenant en poste à Fort Huachuca. Il y a aussi Chantel Thuy. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour examiner le passé de cette personne. Je suis sûre de pouvoir trouver un lien évident avec Fort Huachuca, puisque c'est le thème, mais nous pouvons vous dire que son père travaillait dans le domaine de l'intelligence artificielle chez IBM. Alors je me dis qu'il avait peut-être quelque chose à voir avec Fort Huachuca. Et puis ce prix Mitchum, ça devient tout simplement sombre. Je veux dire, ce jeune homme ou cet homme plus âgé a été placé en observation psychiatrique, procédure 50 et 1,50, et je veux dire, je ne sais pas où cela va nous mener, une longue famille d'acteurs. Je dois approfondir un peu plus ce récit. Le fait est qu'ils m'ont dit qu'il était absolument impossible qu'elle ne connaisse pas Fort Huachuca. Je ne sais pas pourquoi Andrew Colvett a dit cela. Elle l'était très clairement, tout simplement par nature, comme je l'ai dit, à cause de ce que faisait sa mère. Et ce poster le prouve aussi. D'accord. Ce récit est officiellement terminé. Tout ce truc, oh, c'est fou. De quoi parle-t-on? Bon, c'est fini. On peut clore ce sujet. Erika, dans ce film, devait jouer un personnage nommé Evelyn Matisse. Nous le savons parce que nous avons trouvé la trace d'un Kickstarter qui était encore accessible au public. Maintenant, j'aurais aimé avoir contribué à ce projet lorsqu'il a été lancé en 2012 ou 2013 parce que j'aurais alors pu ouvrir tous ces posters et en apprendre davantage sur ce personnage en particulier. Mais je peux vous dire de façon définitive qu'il s'agissait d'un film sur l'espionnage industriel, des assassins et la technologie, la nanotechnologie, tout cela utilisé pour aider le gouvernement et les institutions financières à maintenir leur pouvoir. Je ne plaisante pas. Je vais vous lire la description ici avant de vous montrer une vidéo. Il est écrit « Dans le monde de demain, l'esprit est devenu un disque dur, relié à Internet. Et désormais, la frontière entre la technologie et l'humanité est quasiment inexistante. Ce qui fait avancer ce monde, ce sont les nombreuses multinationales émergentes qui ont pris un pouvoir bien au-delà du contrôle des gouvernements mondiaux. Au sein de cette sombre réalité dystopique, les puissantes institutions financières se livrent une lutte acharnée pour obtenir la domination absolue à travers des opérations stratégiques extrêmement secrètes d'entreprises. Ces manœuvres clandestines sont engagées en secret pour écarter définitivement tous les rivaux potentiels du pouvoir, ou pour protéger le capital vital des entreprises contre toute forme de menace extérieure. D'accord. Et on nous parle des élites, des intermédiaires, et je vais vous laisser écouter le réalisateur, Clayton, lui-même, qui va décrire un peu ce que ce projet était censé être. Je dis « censé » parce que lorsque vous commencez à lire les commentaires sur la page Kickstarter de la campagne, vous vous rendez compte qu'ils n'ont jamais livré. Ils avaient promis de le livrer en 2013, mais cela ne s'est pas produit. Voici le réalisateur, Clayton Hogan, qui parle de ce film. Quoi? Vous venez de le voir, il y avait une présentation visuelle pour vous donner une idée de l'ambiance. Mais en ce qui concerne le concept, nous l'avons vraiment développé autour d'un certain nombre de questions que nous nous posions. Maintenant, ces questions vont de comment peut-on manipuler suffisamment les sens de quelqu'un pour qu'il croie à une fausse réalité alors qu'en réalité, il se passe tout autre chose. Ou même, comment quelqu'un comme l'Intello de la classe pourrait-il pirater et voler, disons, les connaissances et les compétences du quarterback de l'équipe? Vous voyez, ce genre de choses? Ou encore plus, comment les connaissances et les compétences d'un Navy SEAL pourraient-elles être copiées et, vous savez, transférées à quelqu'un d'autre?
Et ce concept est devenu possible lorsque nous avons vraiment repoussé les limites de ce qu'on appelle la nanotechnologie. Ce sont de toutes petites machines microscopiques qui accomplissent leurs fonctions à l'échelle atomique. Maintenant, grâce à la nanotechnologie, nous avons pu créer ce concept plausible et, vous savez, crédible. Un concept qui défie l'esprit et la réalité, mais qui s'appuie sur, vous savez, des théories physiques en développement et la science en pleine évolution. Donc, la vraie question à se poser est, que se passe-t-il dans un monde où le cerveau est un disque dur et où vos yeux deviennent des caméras vidéo? Et où la connaissance n'est plus vraiment apprise? Ce ne sont que des programmes qui sont installés en vous. Ouais. Donc, ça ne va pas aider. Ça ne change rien dans le monde des théoriciens du complot américain qui pensent un peu que c'est ce qui se passe. Je ne disais pas ça il y a quelques semaines. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se promènent, ce sont comme des programmes informatiques, et c'est assez évident qu'ils ne font que voler des entreprises, voler des terres, s'infiltrer, faire ce genre de choses. Ces gens-là ne réussissent même pas. Ce ne sont que des voleurs, ce sont des voleurs glorifiés qui ont accès à l'armée. Encore une fois, pour être clair, ce projet n'a jamais été lancé, malgré la publication de mises à jour jusqu'en 2017. Mais je veux vous montrer cela juste pour confirmer que nos soupçons étaient fondés. Et là, on atteint un niveau de ridicule absolu. Suggérer, de quelque manière que ce soit, que le témoignage de Mitch, selon lequel il a vraisemblablement vu Erika à Fort Huachuca, est délirant, fou ou le fruit de l'imagination d'un cinglé, c'est absurde. Encore une fois, les personnes qui nous ont transmis cela étaient nos amis avec Erika. Ils la connaissent, ils disent qu'elle est au courant pour l'endroit. Alors mettons un terme à tout ça. Et il y a encore un point que j'aimerais ajouter ici. Beaucoup d'entre vous nous ont envoyé des emails et nous ont parlé d'une correspondance qui avait eu lieu en ligne. Une discussion où une personne, peu de temps après l'assassinat de Charlie, avant même que des théories du complot ne circulent, a dit « Oh, j'ai vu Erika à Fort Huachuca ». Au fait, c'est une femme qui a écrit cela. Et puis, plein de gens ont commencé à lui crier dessus parce qu'elle avait dit qu'elle avait vu Erika. La veille, ce qui aurait été le 9 septembre d'ailleurs, pas le 8, hein? Et elle a ensuite supprimé le message et il n'y avait aucune raison pour qu'elle fasse cela, à part qu'elle s'est dit « Bon, peut-être que je me suis trompée. » Tout Internet est tellement en colère contre moi d'avoir dit ça. Cette personne n'a absolument rien à voir avec Mitch Snow. Donc, quelqu'un d'autre avait publié en ligne qu'il pouvait confirmer que c'était vrai. Il était ami avec cette personne. Donc, pour que ce soit clair pour vous, afin que vous compreniez la chaîne de transmission de cette information, la personne qui l'a publiée est actuellement en poste à Fort Huachuca et l'a supprimée. Internet a repéré cela ou quelqu'un sur Internet l'a repéré. Et puis, une deuxième personne qui était amie avec cet individu, qui avait également été en poste à Fort Huachuca, a dit « Oui, cette publication a bien eu lieu ». Et il y a encore plus, je suppose, il y a des discussions entre nos militaires stationnés là-bas. Et l'un d'eux a affirmé dans cette discussion qu'il avait lui aussi vu Erika à Fort Huachuca et qu'il y avait un ordre de faire descendre les drones ce jour-là. Donc, cela nous amène à un total de 3 personnes. Et la vérification que j'ai effectuée, c'est que j'ai confirmé que cette troisième personne, qui était autrefois en poste là-bas, qui connaît les 2 individus impliqués, d'accord, entretient aujourd'hui une relation avec eux, est amie avec eux. Donc, encore une fois, il est important de toujours préciser la chaîne de possession au cas où il y aurait une erreur. Mais j'ai fait les vérifications nécessaires pour confirmer que ces personnes existent réellement et qu'elles sont effectivement stationnées à Fort Huachuca et qu'elles ont bien fait ces déclarations. Non pas parce qu'elles étaient influencées d'une manière ou d'une autre par le public, mais parce qu'elles le croyaient vraiment, ce qui donne un peu plus de poids à l'affirmation. Maintenant, pour être clair, je dirais qu'encore une fois, plus tôt cette semaine et j'ai dû faire l'école à la maison plus longtemps, donc je n'ai pas pu répondre. Mais par l'intermédiaire d'un des cadres de Turning Point, Erika a bien envoyé une vidéo que je demandais concernant l'alibi de Fort Huachuca, mais ce n'était pas... Je ne pense pas qu'ils comprennent ce que je demande, donc ce n'était pas ce que je voulais. Et je dois maintenant faire un suivi avec eux, ce que j'ai l'intention de faire demain, puisque nous avons un jour de congé. Je pense que, pour être juste, c'est peut-être parce que nous passons par une tierce personne. Peut-être que ce n'est pas clair ce que je demande. Donc, je vais envoyer un exemple vidéo de ce que je demande. Et j'espère que j'aurai une mise à jour à ce sujet. Mais ça devient intéressant. C'est ce que je dirais. Ça devient très intéressant. Et la panique d'Andrew Colvett, pour moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose là-dessous. Je veux ajouter autre chose ici que vous pourriez trouver intéressant. Maintenant,
je vous ai dit qu'il y a certains thèmes qui continuent de revenir tout au long de cette enquête. Nous avons préparé un tableau pour vous l'illustrer. Mais cela ne veut en aucun cas dire qu'une personne figurant sur ce tableau est coupable. C'est simplement intéressant de constater que ce sont des thèmes récurrents. C'est une organisation censée représenter les marchés libres et le capitalisme. Nous retrouvons ce fil conducteur de Liberty University, l'Europe de l'Est. Le fil conducteur de l'Europe de l'Est, celui de la traite et des abus sexuels, c'est-à-dire des allégations, George Zinn, ce jour-là, Decoy Boy, Turning Point Faith. En collaboration avec ce pasteur, Greg Laurie, dont l'Église est accusée de trafic d'enfants depuis la Roumanie. L'un des pasteurs, de Paul Havsgaard, ils disent que l'Église a aidé à faciliter cela. Encore une fois, cela suit actuellement son cours devant les tribunaux. Donc tout cela reste à l'état d'allégation. Nous avons vu Rob McCoy essayer de réhabiliter une personne qui avait déjà abusé d'enfants par le passé. Nous avons parlé de Tim Ballard d'Opération Underground. Comment Phil Lyman est allé le voir le lendemain? Glenn Beck avait financé cela. Opération Underground, qui pour Tim Ballard, s'est terminée dans le scandale, sans aucun doute. Et des gens affirment que cette association caritative ne faisait pas ce qu'il avait promis de faire. Donc, c'est intéressant. Et puis, nous avons parlé de Paul Vallely, ce général de l'armée à la retraite. Ici, j'ai dit qu'il était au conseil d'administration, mais il est plutôt au conseil consultatif. C'est une différence importante. Donc, je tiens à corriger cela. Nous avons ce général de l'armée à la retraite qui a en fait dirigé des opérations psychologiques et il se trouve qu'il a coécrit un livre avec ce type, qui était un sataniste déclaré et a fondé sa propre sorte d'église de Satan, appelée le Temple de Seth. Mais il a aussi été accusé, de façon crédible selon la police, même s'il a finalement été déclaré non coupable faute de preuves suffisantes. Ils ne l'ont pas, je suis désolée, ils n'ont pas porté plainte contre lui parce qu'ils estimaient ne pas avoir suffisamment de preuves qu'il avait fait du mal à un enfant. Au centre de développement de l'enfant de l'armée, ce qui me met déjà mal à l'aise qu'il existe, un centre de développement de l'enfant de l'armée. Nous en parlerons davantage lorsque nous aborderons le programme GATE. Et certaines des choses que vous m'avez racontées qui étaient absolument fascinantes. Bref, une autre chose que nous avons ajoutée ici depuis, c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Erika a vécu en Chine et a travaillé avec des victimes de trafic sexuel d'enfants. Maintenant, si l'on en croit Erika sur parole, elle a dit cela dans un podcast par le passé. Je veux que vous écoutiez ce podcast. Écoutez bien. J'ai décidé de créer quelque chose appelé Everyday Heroes Like You, où nous pouvons... À l'origine, l'objectif était de collecter des fonds et de sensibiliser pour diverses organisations locales implantées dans des communautés spécifiques. Celles qui pouvaient accueillir des bénévoles, celles qui sont transparentes sur l'utilisation de leurs fonds, qui font réellement ce qu'elles disent faire, au lieu d'avoir 70% des fonds qui partent dans l'administration et seulement 30% pour la cause. C'est un peu devenu quelque chose de plus global. Je vivais en Chine et je travaillais beaucoup avec des victimes de la traite sexuelle, puis j'ai commencé à orienter cela vers un travail avec le corps des Marines et l'armée. Et ensuite, j'ai pu collaborer avec un orphelinat en Roumanie pour les aider à traverser les saisons hivernales en leur fournissant plus de vêtements ou d'objets concrets plutôt que simplement de l'argent. Vous l'avez entendu très clairement à ce moment-là. Ce n'est pas mon imagination. Elle dit « Je vivais en Chine et je travaillais beaucoup avec des victimes de la traite sexuelle d'enfants. Et évidemment, cela a attiré mon attention parce que quelqu'un a déterré ça sur Internet. Et je travaillais sur ce tableau en me disant « D'accord, il y a beaucoup de choses à analyser ici. » Donc, j'ai immédiatement contacté quelqu'un de Turning Point USA qui a toujours été franc avec moi. En fait, je pense que c'est la seule personne qui ait été prête à répondre aux questions, à aller au fond des choses. Comme je l'ai dit, Justine Strife, et je lui ai demandé quand est-ce qu'elle a vécu en Chine? C'était quand exactement? Et il a répondu qu'elle n'avait jamais vécu en Chine. Et qu'elle a dit, je suis sûre qu'il lui a posé la question directement, qu'elle n'avait jamais vécu en Chine. Qu'elle n'y était allée que pour un voyage de quelques semaines pour voir la Grande Muraille de Chine. Donc je ne sais pas quoi croire, l'Erika d'aujourd'hui ou l'Erika d'avant, mais là c'est Erika contre Erika. C'est une contradiction. Le fait est que la colonne concernant la traite d'enfants et les orphelins va encore un peu s'allonger. Beaucoup de gens spéculèrent à ce sujet et Baron Coleman a beaucoup travaillé là-dessus en parlant des avions. Et ils ont dit,
Il semble maintenant que l'avion de Charlie, ou plutôt c'était l'avion de Charlie et maintenant il semble que ce soit celui d'Erika, se rendent fréquemment à New Braunfels, au Texas, ainsi qu'à un endroit dans l'Idaho. Il y a beaucoup de mouvements d'avions là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un peu de théorie du complot là-dedans. Évidemment, des gens enquêtent simplement et essaient de comprendre s'il y a quelque chose à découvrir. Et je peux vous dire que la réponse, c'est qu'elle rend visite au plus grand donateur de Turning Point USA. Et un grand bravo à la Mommy Sleuth qui a fait le travail. La façon dont elles ont découvert ça, je vous le dis, c'est Maman Détective. C'est vraiment autre chose. Elles sont vraiment à part. Je lisais ça, je me disais, mon Dieu, tu étais vraiment sur le front. C'est peut-être, évidemment, qu'ils ont prêté l'avion après l'assassinat de Charlie et ont dit « tu peux garder l'avion, qui sait ?» Cette partie n'est pas vraiment pertinente parce qu'à ce niveau-là, j'imagine que les amis ne laissent pas les amis prendre des vols commerciaux. D'accord, bien sûr. Mais ce qui est vraiment intéressant, et c'est ce que je voulais porter à votre attention, donnez-moi juste une seconde. Erika est la PDG de Turning Point, donc voir son plus grand donateur n'est pas un scandale. Autre point intéressant, l'identité de ces donateurs a été largement révélée au début de l'année. Donc, on ne révèle vraiment rien de nouveau ici, lors de l'événement. Turning Point, le siège, je crois que c'est celui en Floride. Le campus de Floride allait être renommé le campus Buckman. En raison du don, un très gros don du couple, le plus important de toute l'histoire de Turning Point, qui venait de Carl et de sa femme, Nelda Buckman. D'accord? En fait, le Daily Wire avait l'exclusivité sur cette histoire, et c'est ce que je trouve intéressant. Le don de 10 millions de dollars et le renommage du siège. Maintenant, Nelda a accordé une interview, comme je l'ai dit, exclusivement au Daily Wire en janvier à propos de sa relation naissante avec Erika, la nouvelle présidente et directrice générale. Elle a expliqué qu'après l'assassinat de Charlie, elle s'était beaucoup rapprochée et elle a révélé qu'elle s'était rencontrée en privé en Floride avant l'America Fest et avait organisé une cérémonie de dédicace où Nelda a dit avoir offert à Erika un soutien personnel et lui avoir parlé des défis à relever pour naviguer dans sa nouvelle réalité de mère célibataire à la tête de l'organisation tout en perpétuant l'héritage de son défunt mari. C'est directement tiré de l'article sur Daily Wire Plus. Elle dit, je cite, « Erika et moi avons parlé de la féminité, de ce que notre culture enseigne à nos jeunes femmes et de ce que nous voulons leur transmettre. » Fin de citation. Maintenant, Nelda Buckman m'intéresse immédiatement pour 2 raisons. La première, c'est que, en creusant un peu plus, j'ai découvert que elle a été productrice exécutive, ce qui est une façon un peu élégante de dire qu'elle a financé le documentaire Ce que peu de gens ont perçu et qu'on a appelé Crise d'identité. C'était un film sorti de nulle part en 2024, annoncé sur scène par Ben Shapiro du Daily Wire. Et un tournant, les États-Unis s'associaient pour réaliser ce film sur le genre. En entendant son nom associé à ce projet, je me suis dit « Oh, une drôle d'histoire derrière tout ça, que je vous ai déjà raconté. Ben se venge en partie en achetant des choses et en essayant d'acheter des gens. » Et il était vraiment contrarié que je l'ai interpellé sur scène et que Charlie m'ait soutenu quand j'ai été licenciée. Et il a publié qu'il m'avait soutenu le jour où j'ai été licenciée et, tu sais, il a fait une déclaration. Tu sais, Charlie, on est juste amis depuis des années, évidemment. Ce n'est pas vraiment si surprenant. Et donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est que, et je te l'ai dit parce que Charlie me l'a raconté, Ben a commencé à faire pression sur les donateurs de Charlie et a essayé de l'empêcher de me laisser prendre la parole à Amfest. C'est Charlie qui m'a dit ça. Et j'ai dit, mec, ne les laisse même pas te stresser, parce que maintenant, il commençait un peu à lui mettre la pression, genre, elle ne peut pas parler, c'est une antisémite, peu importe. Et moi, je me disais, écoute, je suis interdite d'entrer en Australie, je m'en fiche même, ça ne m'intéresse pas, mec. Ne laisse pas ce que je traverse déteindre sur toi. Je vais surmonter ça. Je vais aller bien. Je ne savais pas exactement qui était le donateur. Je savais qu'il transmettait aussi des informations à Barry Weiss. Et puis, peu de temps après, j'ai reçu un coup de fil de la part de « Nous allons permettre à Ben d'acheter effectivement une place à Amfest. » Je sais qu'il ne prend normalement pas la parole ici. Et on veut évidemment s'assurer que ça te va parce que c'est vraiment beaucoup d'argent. Et genre, c'est une somme d'argent indécente, en fait. Il achète une place et maintenant, il va s'impliquer et racheter ce documentaire qu'on est en train de faire. Et j'étais là, d'abord et avant tout, je me suis dit, c'est tellement incroyablement mesquin. C'est tellement typique de Ben. Et puis, je m'en fiche. Prenez son argent. Je veux que vous réussissiez. Vraiment. Je n'ai absolument aucune insécurité concernant mon amitié avec Charlie. Si ses amis veulent essayer de faire croire que Charlie et moi ne sommes pas amis, qu'ils le fassent.
Donc, c'était intéressant pour moi de l'apprendre. Nelda Buckman, et je ne dis pas qu'elle était forcément la personne qui a exercé cette pression, mais c'est intéressant de faire ce lien parce que c'est précisément à propos de ce documentaire qu'Andrew Colvett m'a appelé. Et il a dit, Charlie doit maintenant faire cette interview avec Ben, et c'est ce qui va se passer. Ce n'est pas grave. Ce dont on peut être certain, encore une fois, ce ne sont que des suppositions. Mais ce dont on peut être certain à propos de Nelda Buckman, c'est qu'elle est productrice exécutive. Elle est aussi artiste. Elle est également philanthrope. Et comme Erika, ce qui est la partie intéressante ici, elle a fait un travail considérable avec des enfants placés en famille d'accueil et en particulier avec des victimes de la traite sexuelle. Des enfants. D'accord, je n'ai pas vraiment de reproches à faire à ce sujet. Je crois avoir déjà partagé que ma mère a passé du temps dans un foyer collectif. Il y a un besoin. Je suis particulièrement conscient du fait qu'il y a un besoin et que le système n'est pas idéal. Mais je dois dire que cette partie-là m'inquiète. Cela ne veut pas dire que je suis inquiète à propos de Nelda, mais le fait que ce projet existe, en général, me fait réfléchir et m'inquiète. Parce que Nelda est l'une des plus grandes donatrices. Elle est peut-être même la plus grande donatrice de Courage House, Nevada. D'accord? Je n'aime rien de ce qui se passe au Nevada. Des réseaux de chantage. Il se passe beaucoup de choses à Las Vegas, évidemment. Et cette organisation à but non lucratif qui se présente comme offrant des foyers sûrs pour les survivants de la traite sexuelle des enfants. Et selon son site web, en avril 2025, elle a acheté un terrain de 40 acres dans le comté de Washoe, au Nevada. D'accord? Elle prévoit ou prévoyait d'accueillir 6 enfants résidents. C'est beaucoup d'espace pour 6 enfants. Tous ces enfants sont des filles et il faut préciser qu'il s'agit d'un foyer psychiatrique. Un établissement de traitement résidentiel. Des pouvoirs différents pour l'État. S'ils disent que tu es cinglé, d'accord, ils peuvent simplement faire des choses et te garder. Et c'est immédiatement après son ouverture, ce mois de novembre-là, voilà l'objectif. Un terrain de 40 acres, comme vous le voyez, et nous allons accueillir 6 filles, avec une capacité de 18 lorsque les cottages seront construits. Voilà, leur objectif à long terme est de prendre en charge 12 enfants supplémentaires pour une capacité totale de 18. Répartis dans ces 3 cottages, encore une fois, 40 acres pour 18 enfants, ça me semble beaucoup. Mais je tiens à souligner ici que le but n'est pas simplement d'héberger temporairement ces victimes de la traite sexuelle. La première chose qui m'a paru inhabituelle, et je suis reconnaissante que cette maman détective soit allée creuser tout ça, c'est que la Courage House serait située à un endroit confidentiel et sécurisé, ce qui signifie que nous n'avons aucun moyen de savoir où ces filles vont être placées. Alors, pour justifier cela, la fondatrice de Courage Worldwide dit « Oh, eh bien, elle a dit aux infos locales, il y a des gens dans le monde qui veulent faire du mal à ces filles. C'est pourquoi nous devons trouver un endroit rural et, je cite, où il est difficile pour elles de partir ou pour quelqu'un de les trouver. » Et donc, la maman qui m'a envoyé cet email s'est dit « Qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est difficile pour elles de partir. » Donc, vous avez ces enfants, victimes de trafic sexuel, qui sont amenés sur ce campus de 40 acres pour vivre dans ces cottages, et il est difficile pour elles de partir. La maman détective a raison. C'est glauque. C'est vraiment inquiétant de le formuler ainsi. Et d'ailleurs, exactement qui est en train de traquer ces victimes de trafic sexuel? Il est également inhabituel qu'ils laissent entendre, tout au long du site web, que ces filles peuvent être âgées de seulement 4 à 6 ans. Et ils disent qu'elles auront les carrières dont elles rêvent. Ils vont leur offrir un soutien pour les frais de scolarité, donc ils vont ensuite payer pour qu'elles aillent à l'université. Ils vont les héberger sur le long terme. Et ils expliquent précisément à quel point ils sont ravis que le Nevada ait changé ses lois, ce qui signifie qu'elles n'ont plus à partir le jour de leur 18e anniversaire, que ces filles peuvent désormais rester jusqu'à 21 ans. Je n'aime pas ça. Je n'aime vraiment pas ça. Je n'aime rien de tout cela. Et encore une fois, je n'insinue absolument pas que les Buckman soient impliqués là-dedans. C'est plutôt en apprenant ces histoires et en les couvrant, même en prenant conscience de ma propre ignorance. Par exemple, je faisais un don chaque année, juste pour que vous le sachiez, à Opération Underground, qui était dirigée par Tim Ballard.
Et puis, il y a eu un petit scandale, et je pense que pour nous tous, comme nous sommes des gens tout à fait ordinaires, nous partons du principe que lorsque ces associations caritatives se consacrent aux victimes de la traite sexuelle, c'est qu'elles essaient réellement d'aider ces victimes. Mais les scandales concernant beaucoup de ces associations caritatives, la façon dont elles sont poursuivies en justice, ne donnent pas du tout cette impression. D'accord? On dirait que certaines de ces associations, et encore une fois, je ne dis pas que la Nevada House en fait partie, sont impliquées dans le trafic. Dans quel but? Le Nevada ne semble pas du tout être l'endroit approprié pour ça. Beaucoup de types louches vont au Nevada, non? C'est là que se trouve Las Vegas. C'est là que des gens essaient activement de rencontrer des enfants, non? C'est là qu'ils vont pour assouvir leurs vices. Et maintenant, on va juste avoir une ferme de 40 acres et on n'a pas le droit de savoir où elle se trouve. On n'a pas le droit de savoir qui s'y trouve. Et on nous dit que c'est pour leur protection. Je ne me sens pas à l'aise avec ça. En fait, je ne me sens pas du tout à l'aise avec ça. Je pense qu'il est nécessaire de revenir sur la question de ces organisations caritatives luttant contre le trafic sexuel d'enfants. Arrêt complet. Point final, d'accord? Parce que je commence à avoir une intuition. Je vais vous dire, c'est mon impression. Je commence à le pressentir et nous savons comment. Jeffrey Epstein a également fait des dons à des écoles. En fait, il a donné beaucoup d'argent. Et nous devrions nous renseigner sur les types d'organismes caritatifs auxquels il a fait des dons. Je suis persuadée que certains d'entre eux étaient des organismes de bienfaisance luttant contre le trafic sexuel. J'ai le sentiment que certains d'entre eux sont implicitement impliqués dans le trafic de victimes, puis traumatisent ces personnes en tant qu'enfants. Et ensuite, c'est presque comme si ces enfants développaient ce qui avait été déterminé, ce qui était déterminé. Le précurseur de MK-Ultra, qui en réalité était imprégné de scientifiques nazis ensuite amenés ici grâce à l'opération Paperclip, ils savent que lorsque vous abusez d'un enfant, puis si vous l'élevez, et Sigmund Freud l'illustre dans le livre que nous lisons actuellement au club de lecture, vous pouvez créer un psychopathe. Vous pouvez aussi créer quelqu'un qui souffre de troubles dissociatifs. C'est presque comme s'ils n'étaient pas des êtres humains. J'ai l'impression que ces personnes suivent des programmes. Ils relâchent ces personnes dans la société. Ils sont comme des robots qui marchent parmi nous. Je dis ça et ils se moquent de moi. Ne te moque pas de ça. Je pense que ce sont les marcheurs blancs. C'est ce sentiment d'effroi que j'ai, qu'il y a eu une sorte d'effort et de programme en cours où des enfants sont blessés. Et ensuite, on leur propose toutes sortes de choses et maintenant tu fais partie du club. Je veux dire, c'est d'ailleurs quelque chose qui se passe aussi dans les gangs. C'est comme la façon dont on prête serment dans un gang. Je veux dire, quand on va au fond de ce qui guide cette idée, même le bizutage dans les fraternités, c'est pareil. Tu vas souffrir et ensuite tu fais partie du groupe. D'accord? C'est ça qui l'alimente. C'est comme une sorte de traumatisme qui va ensuite t'engager encore plus dans leur cause. Et je pense que c'est ce qui se passe. Je pense qu'il y a, pour utiliser évidemment une analogie ici, des marcheurs blancs parmi nous. Je le crois vraiment. Et ces personnes, il y a quelque chose chez elles quand je les regarde. Et je me dis, il t'est arrivé quelque chose quand tu étais enfant. J'ai déjà ressenti cela spirituellement en regardant Astrid Tuminé, qui d'ailleurs vient de quitter l'Université de la Vallée de l'Utah, qui est maintenant la présidente de l'Université de la Vallée de l'Utah, qui n'était pas présente ce jour-là, malgré le fait que c'était la première semaine de cours. Elle n'était pas là le jour de l'assassinat de Charlie. On dirait qu'elle était impliquée dans des affaires de révolution colorée pour la CIA. C'était une enfant placée, elle a été sauvée des Philippines. Je ne peux pas l'expliquer. J'ai regardé Astrid Tuminez simplement faire une interview et je me suis dit, traumatisme d'enfance? Point d'interrogation? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, non. Mais je le mets sur la table et on verra si j'ai raison en fonction de leur réaction, s'ils paniquent et paient des gens pour faire des vidéos en disant « Oh, c'est tellement fou que Candace suggère que l'armée est en train de transformer plein de gens en une sorte d'armée dormante composée d'enfants abusés qui sont maintenant adultes. » Et ils feront tout ce qu'on leur dit quand ils commenceront à financer cette campagne de propagande. Nous pourrons alors prendre ce que je dis pour argent comptant. On revient tout de suite après une courte pause. Très bien, les amis. Nous avons vu une inflation galopante, une dette nationale qui explose, la volatilité des marchés, des guerres sans fin, des faillites bancaires, et oui, même des assassinats. Je pense qu'il est important de veiller sur soi-même et de protéger ce qui compte pour vous.
Et il en va de même pour votre argent et vos économies. C'est pourquoi je me suis associée à une excellente entreprise de métaux précieux, Goldco. Ils ont aidé des dizaines de milliers d'Américains à protéger leur argent avec de l'or et de l'argent. Ils m'ont personnellement aidé et ils soutiennent cette émission. Goldco est spécialisé dans l'aide aux personnes pour protéger leurs économies avec des actifs réels, l'or et l'argent. Et ils rendent cela très simple. Il vous suffit d'aller sur CandysLikesGold.com et vous en saurez plus. Vous recevrez également un kit gratuit d'or et d'argent 2026 et vous pourriez bénéficier jusqu'à 10% de bonus gratuits, en argent ou en or, mais seulement dans la limite des stocks disponibles. Alors rendez-vous sur CandysLikesGold.com, encore une fois CandysLikesGold.com. Et bien sûr, je vais vous parler de Nimi Skincare. Vous savez que je les adore. Il y a beaucoup de marques qui, en apparence, semblent bien, mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'elles ont complètement changé de direction. Leur message change ou elles s'écartent de vos attentes initiales. Je refuse les produits où il faut deviner leur composition ou s'interroger. La marque semble changer soudainement de valeur. J'utilise Nimi parce qu'ils sont constants. Ils fabriquent leurs propres produits, c'est ce qu'ils représentent et c'est ainsi qu'ils fonctionnent. C'est encore plus important au début de l'année, quand il y a toute cette pression de tout changer simplement parce qu'on a changé de calendrier. Je ne pense pas que les bonnes décisions se prennent de cette façon. Les bonnes décisions impliquent généralement de la constance. Nimi Skincare est une marque propre. C'est fabriqué aux États-Unis et c'est basé sur des valeurs solides plutôt que sur des tendances. Je sais ce que j'utilise et je n'ai pas l'impression que le sol se dérobe sous mes pieds. Pour moi, ce en quoi j'ai confiance, c'est ce qui fait vivre une marque. C'est ma routine durable. Nimi Skincare est donc restée. Retrouvez-les sur nimiskincare.com. En ce moment, le code Candice10 vous offre 10% de réduction supplémentaire sur votre commande. C'est nimiskincare.com, code promo Candice, 10% de réduction sur votre commande. Très bien, passons à Nick Fuentes en restant sur ce thème. On a un peu l'impression qu'avec le temps, ils ont adouci les choses et donné une impression différente. D'ailleurs, pour les personnes qui, au départ, et je sais que certains ont changé d'avis à mesure que les choses sont devenues plus radicales, mais je pense que ceux qui soutenaient initialement le mouvement transgenre ne le faisaient pas par méchanceté. Ils se disaient juste, tu sais, cet enfant traverse des choses. Je veux être un parent qui soutient son enfant. Je pense qu'ils étaient très mal guidés. Pour moi, c'était évident. Dès que l'on commence à dire que des enfants de 4 ans ont l'autorité de décider de leur corps, on sait ce qui va suivre. On sait simplement ce qui va suivre. C'est évident. Et ce n'est jamais... Ils essaient toujours de lancer ces idées pour qu'elles existent, entrent comme dans un paradigme gauche-droite. Mais ce sont juste les malades au sommet qui essaient d'atteindre leurs objectifs et qui introduisent lentement cela dans la culture. Nous en avons parlé, de la façon dont ils essaient maintenant de nous vendre en douceur l'inceste et la pédophilie en permanence. Bien sûr, si vous avez lu Hollywood Babylon dans notre club de lecture, alors vous savez que c'est l'histoire fondatrice d'Hollywood. C'est l'histoire fondatrice d'Hollywood. Ils étaient à la recherche de cette culture babylonienne. Ils ont en grande partie importé tout un tas de réalisateurs viennois qui s'adonnaient à la pédophilie à Vienne et c'était répandu. C'était de toute façon complètement répandu. Nick Fuentes fait partie de ces personnes qui essaient d'adoucir cela. Donc, pour être clair, avant d'écouter cet extrait, Jeffrey Epstein avait été accusé de trafic d'enfants de 8 ans, 11 ans. Pour son propre anniversaire, comme cadeau à lui-même, il a trouvé des triplés de 12 ans qui étaient extrêmement pauvres, ainsi que son ami. Jean-Luc Brunel, à Paris, a fait venir ses triplés de 12 ans chez Jeffrey Epstein. D'accord, personne ne conteste l'intérêt pervers de Jeffrey Epstein, un intérêt sexuel. Personne ne conteste cela. Cependant, Nick Fuentes va expliquer pourquoi. En fait, ce n'est pas de la pédophilie. Écoutez bien. Toute cette histoire de pédophilie, c'est comme « est-ce vraiment de la pédophilie ?» Je ne veux pas être celui qui doit le dire. Mais j'imagine qu'on me force à le dire. Ce n'est pas vraiment de la pédophilie, d'accord? Il ne trafiquait pas des enfants de 5 ans. C'était comme s'ils n'étaient techniquement pas majeurs. Grosse différence à mon avis. Je sais que c'est une opinion controversée, mais ce n'est pas vraiment le problème ici, d'accord? Le problème, ce n'est pas qu'elles étaient à peine majeures, c'est ce que c'est. C'est horrible, c'est affreux. C'est de la pédophilie. D'accord, détends-toi. Non, le problème, c'est qu'Epstein est un espion juif, probablement en lien avec Israël. C'est ça le dilemme. Il travaille avec les services de renseignement israéliens.
Honnêtement, je pense que c'est véritablement le moment idéal où il est approprié de dire ça. Arrête. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Arrête. Je suis d'accord. Je regarde des extraits. Arrête-toi là. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on en est toujours là dans la société sans raison? C'est quand même facile de ne pas faire ça, non? D'accord. Sans essayer d'utiliser une quelconque subtilité technique, d'ailleurs. Qui penses-tu qui contrôle ces définitions, au fait? Je veux dire, ils sont en train de changer la définition de ce que signifie être une fille ou un garçon en ce moment même. Donc si tu peux trouver, regarde cette définition. Techniquement, si la personne a 11 ans, si la personne n'a pas moins de 5 ans, qui se soucie de savoir si elle est prépubère? Le point, c'est que ce n'est pas de la pédophilie. Nous avons élargi la définition. Nous élargissons et changeons constamment les définitions pour embrouiller les gens et aller à l'encontre du bon sens. D'accord? Si tu es sexuellement attiré par des enfants prépubères, tu es un pédophile. Comment tu trouves ça? C'est simple, pouce levé, c'est bon, on est d'accord? Et ce qui me frappe vraiment, comme je l'ai dit, c'est que ça ne m'a jamais dérangé qu'il fasse ces trucs. Évidemment, c'est un informateur fédéral. C'est ridicule que des gens ne comprennent pas ça. C'est ridicule que les gens continuent simplement à le suivre malgré toutes les preuves accablantes. Je veux dire, ce type a rencontré l'associé de Dan Wilkes après des années, a crié sur Ben Shapiro et a parlé d'Israël. Il a eu une réunion avec Defend Texas Liberty. Et Ferris Wilkes, son associé, avait proposé cela. En fait, un journaliste a obtenu des documents montrant qu'ils essayèrent de vendre les données de ses abonnés. Et les gens disent, c'est pas grave. Il a mené des gens dans un Capitole avec un mégaphone et il a dit, ignorez la police, franchissez les barrières, comme s'il avait donné des instructions. Et on le sait, c'est un fait. Il a été informé la veille au soir, par Milo Yiannopoulos, que les fédéraux allaient intervenir. Il y avait un piège tendu par les fédéraux. Et malgré cela, il y est allé avec un mégaphone, il n'a pas juste assisté, il avait un mégaphone et il disait aux gens de forcer l'entrée et il n'a pas été arrêté. Et son avocat veut passer hors micro quand on lui demande directement s'il est ou non un informateur fédéral. C'est tellement flagrant et évident. Le ridicule « Oh, je viens de recevoir 250 000 en bitcoin de France » d'un gars qui s'est suicidé et a publié une lettre 24 heures après sa mort parce qu'il l'a programmée avec un minuteur et c'est en anglais parfait et quiconque est déjà allé en France sait que les Français ne parlent pas un anglais parfait. Ils n'écrivent pas une lettre en anglais, même s'ils parlent parfaitement anglais. C'est juste tellement absurde. Ça offense mes sens. Ça offense ma sensibilité que des gens l'aient suivi. C'est un gamin de la chorale, d'accord? Il est théâtral. J'aime bien les extraits de Nick Fuentes. Comme j'aime regarder des extraits de Real Housewives. Et c'est d'ailleurs le problème, comme je l'ai déjà dit, que les hommes hétérosexuels ne peuvent pas continuer à suivre des garçons de théâtre. C'est en fait une maladie dans notre société que des gens qui jouent le rôle d'hommes et qui, au fond, sont en réalité des garçons de théâtre et qui veulent aller au congrès et avoir des plateformes et qui ne freinent jamais la guerre. Pour une raison ou une autre, ils sont écoutés par de vrais hommes. C'était tout simplement incroyable pour moi que cette déclaration ait été faite et que vous ne puissiez pas voir que ça finirait ainsi. Bien sûr, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive quand vous élisez ou que vous décidez de suivre des gens qui n'aiment pas les femmes. C'est la réalité. Ils ne l'aiment pas, donc la famille les offense. Et malgré cette déclaration, il essaie ensuite de faire volte-face et de prétendre qu'il n'a pas dit ce que nous venons de l'entendre dire. Voici ce qu'il a dit dans un suivi où il va vous crier dessus parce que vous avez entendu ce qu'il vient de dire, à savoir que ce n'est pas de la pédophilie. Écoutez bien. Il ne s'agit pas simplement de quelqu'un qui trafiquait des filles quelque part. Ce n'est pas ça, l'histoire. L'histoire, c'est que quelqu'un trafiquait des filles pour obtenir du matériel de chantage. Non, pour les vendre à Israël. C'est ça le point, et c'est ce que j'ai dit hier soir. J'ai dit que pour quelqu'un qui veut tout ramener à la pédophilie, j'ai dit c'est un peu comme si ce n'était pas vraiment vrai. Parce que, encore une fois, ça détourne l'attention de ce qui se passe réellement là-bas. Ce n'est pas une histoire de satanisme, de pédophilie ou de secte. C'est en réalité de la prostitution et de la traite sexuelle tout à fait banale, mais à des fins politiques internationales. Et il est important de ne pas perdre cela de vue. J'ai vu Marjorie Greene dire que cela concerne des victimes féminines. En réalité, ce n'est pas une question de victimes féminines, c'est une question d'intégrité de notre gouvernement.
Tu comprends la différence? Ce n'est pas pour dire que nous ne sommes pas compatissants. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas criminel. Ce n'est pas pour dire que c'est bien. Je ne le défends pas. Je dis juste que ce n'est pas Dateline. Ce n'est pas un reportage à caractère humain. C'est un crime à plusieurs niveaux. C'est un crime commis dans le but d'en couvrir un autre, bien plus significatif politiquement. Mais tous ces idiots, je veux dire, ils n'ont littéralement pas le QI nécessaire pour comprendre ça. Pour eux, il s'agit juste de hurler chaque jour à propos des mêmes absurdités. Ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont aucune idée de rien. Ils entendent quelque chose qui ne leur plaît pas. Ils disent « Oh, il est avec Israël maintenant. Il a été payé. Je suis désolé. Je fais ça depuis bien plus longtemps que toi. » Quand est-ce que tu es arrivé sur la scène? Quand est-ce que tu as été réveillé? L'année dernière, il y a 10 minutes? Quand as-tu commencé à parler de tout ça? Ah, maintenant tu es l'expert et le gardien du temple. J'en ai fini avec ça. Je me retire. Sérieusement. Vous n'êtes pas obligé de me désabonner parce que je me retire. Tout ce mouvement d'idiots de la génération X obsédés par les élites sataniques, pédophiles et les délires conspirationnistes de fous, ça n'a même aucun sens. Cette boîte de conneries de machin. Je sors de tout ça, sérieusement. J'en ai fini avec ça. Le gamin assis en face de moi a dit que les gens d'Afrique subsaharienne n'ont pas un QI élevé. Pour moi, Nick semble avoir été brillant au lycée. Puis, devenu célèbre, il a arrêté de lire. C'est tout. Voilà ce qui se passe. Les gens se disent « j'ai réussi ». Je n'ai plus besoin d'apprendre. Je peux simplement éteindre mon cerveau et continuer à répéter les mêmes arguments. Parce que si tu ne comprends pas que c'est une secte, que la théologie compte bien plus que la politique, d'accord? Cette dialectique gauche-droite, ça ne veut rien dire tant que tu ne comprends pas la théologie qui guide ces élites à travers le monde. Et c'est en fait occulte, c'est en fait satanique. Et ce sont en réalité des rituels. C'est partout. Il suffit de lire des articles qui sont sous vos yeux ou de mener ne serait-ce qu'une petite incursion. Dans l'histoire de la psychologie, qui a été importée sur nos rivages, ou même une petite incursion dans la création d'Hollywood. C'est là, sous vos yeux. Et d'ailleurs, c'est en réalité de l'antisémitisme à faible QI, comme tu dis, de simplement dire « Oh, ce sont juste tous des Juifs ». C'est pour ça que je n'aime pas Dave Smith. Je n'aime même pas Dave Smith, même s'il est complètement de notre côté sur tout. C'est lui, c'est ça en fait l'antisémitisme à faible QI. Parce que, soyons clairs, ces trucs occultes et rituels, ces gens sont des gitans. Ils existent dans toutes les religions. Soyons clairs, Aleister Crowley était un élève de cela. Aleister Crowley a-t-il existé? Jack Parsons a-t-il existé? Celui qui a fondé le programme Apollo à la NASA? Menait-il également des rituels sexuels occultes pour créer un enfant de la Lune? Avons-nous soudainement été sur la Lune après la création du programme Apollo? Donc en fait, Nick, c'est toi qui démontres que tu as un faible QI. Ou plutôt, que tu essaies de dire à ton public d'arrêter d'apprendre. Tu essaies de les convaincre. Et d'ailleurs, tu essaies de leur faire croire que Satan est une théorie du complot. Restez concentrés sur les détails insignifiants. La gauche contre la droite, n'est-ce pas? C'est Israël contre l'Amérique. Ce n'est pas plus grand que ça. Il n'y a pas de conspiration mondiale en cours. On ne nous a pas dit que Satan allait hériter de la terre. C'est aussi pour cela qu'il me semble être quelqu'un qui ne va pas régulièrement à la messe. D'abord, à cause de sa façon de parler. Il existe bel et bien une conscience catholique. Il est difficile de parler comme il le fait en permanence. S'il allait à la messe, ce qu'il devrait faire, je pense que cela ferait de lui une meilleure personne. Mais je suis bien mal placée pour donner des conseils à Nick Fuentes. Parce que la dernière fois, quand je lui ai simplement demandé avec qui il sortait ou si, tu sais, il comptait se marier un jour, il a complètement perdu la tête. Il a commencé à poser des questions. Il s'est mis à agir comme un homosexuel enragé, m'insultant de toutes sortes de noms. Bien sûr, quand il était dans le confort de sa propre maison. Et il incarnait vraiment le stéréotype des femmes que l'on voit dans les émissions de télé-réalité. C'est en fait sa réponse quand je lui ai demandé s'il voulait se marier un jour. Assieds-toi et ferme ta putain de gueule, connasse. C'est ce qu'un homme doit dire. Juste Une règle générale. Si tu dois dire « je suis un homme », ce qu'il a ensuite enchaîné en disant « je suis un vrai homme », c'est probablement que tu n'en es pas un. Et, Brigitte, si tu dois porter un costume pour prouver que tu es une femme, c'est probablement que tu n'en es pas une.
Les vrais hommes, leur inclination naturelle est de protéger les femmes et les enfants. C'est un fait. L'inclination naturelle d'une femme est de respecter les hommes lorsqu'ils manifestent les attributs de la vraie masculinité en protégeant les femmes et les enfants, pas en montant sur une tribune pour essayer d'édulcorer la définition de la pédophilie en disant « Eh bien, ce n'étaient pas des enfants de 5 ans. » Et donc, c'est acceptable. Et d'ailleurs, à propos de cet extrait où il crie « Tout ce que je vois, c'est les vraies femmes au foyer de Beverly Hills. » Regardez ça. Vrai homme. C'est comme ça que je parlais à mes sœurs quand elles prenaient ma chemise au lycée. Je criais sur elles et je pointais du doigt. Bref, c'est un appel aux vrais hommes pour qu'ils se lèvent, deviennent des leaders et nous aident à combattre ce que nous affrontons, à savoir une guerre spirituelle. Oui, ça compte. Et peut-être que ce n'était pas la bonne personne pour dire cette réplique, mais de quel film vient-elle? J'ai oublié de quel film il s'agit, mais c'est vrai. Unusual Suspects. The Usual Suspects, Skylar m'a corrigé, mais cette citation est définitivement vraie. Écoutez ça. Le plus grand tour que le diable ait jamais joué, c'est de convaincre le monde qu'il n'existait pas. En fait, c'était peut-être exactement la bonne personne pour dire cette réplique. Faites une courte pause, puis nous discuterons de certains de vos commentaires sur l'épisode d'hier à propos du programme Gate, qui était assez fascinant. Très bien. Les amis, est-ce que vous devez peut-être des arriérés d'impôts ou bien vous n'avez pas déclaré vos impôts depuis des années? Eh bien, c'est le moment idéal pour régler vos problèmes fiscaux. Avec le débat national sur l'abolition du système d'impôt sur le revenu, l'IRS contre-attaque et prouve qu'elle est là pour rester en devenant plus agressive que jamais. Ils envoient plus d'avis de recouvrement, déposent chez davantage de privilèges fiscaux et récupèrent des milliards de plus qu'au cours des dernières années. L'IRS peut saisir vos salaires, ils peuvent saisir vos comptes, retraites et plus. Si vous devez de l'argent ou n'avez pas déclaré, l'IRS agira tôt ou tard. Tax Network USA offre un bilan IRS gratuit pour agir avant qu'il ne soit trop tard. Leur stratégie économise des milliers de dollars ou efface votre dette selon éligibilité. Alors, ne commettez pas l'erreur grave de vous représenter vous-même ou d'appeler l'IRS par vos propres moyens. Renoncer à vos droits pourrait en réalité vous coûter encore plus cher. Ils ne sont évidemment pas de votre côté. Protégez-vous de la bonne manière avec Tax Network USA et commencez dès aujourd'hui à régler vos problèmes fiscaux une bonne fois pour toutes. Appelez le 1-800-958-000 ou rendez-vous sur tenusa.com/Candace pour votre appel de découverte gratuit avec Tax Network USA. Encore une fois, c'est tenusa.com/Candace. Je vais également vous rappeler American Financing, car vous pourriez vous inquiéter des prochaines factures de carte de crédit après les fêtes. Si vous êtes propriétaire, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour appeler American Financing, effacer vos dettes, éliminer le stress et vous préparer à une année 2026 solide. La Fed a baissé les taux pour la 4e fois en décembre. American Financing peut vous aider à accéder à la valeur nette de votre maison à un taux d'intérêt dans les bas 5%. C'est un taux bien plus bas que la moyenne des taux de carte de crédit qui dépassent souvent les 20%. American Financing permet à ses clients d'économiser en moyenne $800 par mois. C'est une augmentation de $10 000 par an, sans frais ni obligations pour découvrir vos économies. Certains dossiers sont finalisés en 10 jours avec 2 mensualités reportées. Appelez le 807 95 12 10. C'est le 807 95 12 10 ou allez sur americanfinancing.net Owens. americanfinancing.net/Owens. C'est mon déclencheur, mec. C'est mon seul déclencheur. Les enfants, qu'il s'agisse d'enfants tués en Palestine ou d'enfants victimes de trafic, laissez simplement les enfants tranquilles. Et pour une raison quelconque, nous n'arrivons tout simplement pas à nous mettre d'accord là-dessus en tant que société. Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord là-dessus. Pour soutenir l'émission, nos nouveaux produits sont sur le site. C'est ma collection préférée. Achetez le pack papier dédicacé avec mes 2 livres, Make Him a Sandwich et Blackout, signés de ma main. Je n'utilise pas de tampon, donc vous aurez une véritable signature originale de ma part 2 fois si vous achetez ce pack. Et franchement, les mugs Conspiracy Girly, ils sont au top. Il y en a même un autre quelque part. Je l'aurai pour la semaine prochaine. Je veux passer aux commentaires de l'épisode d'hier. Aussi, c'est juste cette discussion sur les suspects habituels qui font des vues. Candace est vraiment perdue en ce moment. Elle suggère les enfants Gate. Comment ose-t-elle parler du projet Looking Glass, qui était réel? Si je l'ai perdu, alors la CIA l'a perdu aussi, mec. Et ils l'ont perdu il y a longtemps.
Et vous travaillez pour eux. C'est assez évident. Bien sûr que la CIA cache de la technologie. À quel point faudrait-il être naïf pour penser qu'ils nous laisseraient apprendre la technologie avec eux? Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les gens assoiffés de pouvoir. Et malheureusement, nous sommes assez nombreux à avoir du bon sens pour ne pas tomber dans ces campagnes de relations publiques ridicules. Bref, concernant le programme GATE et tout autre, programme de développement de l'enfant dans les écoles pour les élèves extraordinaires ou les élèves doués et talentueux, il y avait ce commentaire dans l'épisode d'hier. Je dois lire ceci. C'était de la part de Nika. Nika a écrit « Salut Shannon, ici une enfant du programme Tag Gate. Blackout total de mémoire de 4 à 10 ans, exactement ces années-là, parce que c'était en réponse à un commentaire de quelqu'un d'autre qui avait aussi eu un blackout de mémoire. Avoir fait partie de ce programme. Exactement les années où j'étais à Fort Hood, sur la base fin des années 80, début des années 90, enfant de militaire. Mon père était médecin, il faisait sa résidence à côté d'un laboratoire biologique à l'hôpital militaire. Enfant, je ne suivais pas le protocole après avoir sauté une classe. Après l'armée, j'ai fait 4 écoles liées à la défense via Aspen Education Group. Ils ont changé de nom, mais j'ai les documents. Et des sociétés écrans. J'ai traversé l'enfer et j'en suis revenu avec des tas de demandes FOIA à mon nom, juste pour essayer de comprendre ce qui m'est arrivé à Turnabout Ranch. À Escalante, dans l'Utah, New Horizons Academy, maintenant fermée pour abus, à Marion, dans l'Indiana. C'est l'école sœur, esclavage d'enfants, camp de travail Missinaba Woods Academy au Canada, une autre école en République dominicaine, pas visitée, aussi Darlington à Rome, en Géorgie, et le Texas. La lutte est réelle. Continue le bon combat, Candace. Merci de sécuriser cet échange. J'ai survécu à l'enfer ici et je connais ce quartier. Le phénomène est réel. Des lumières explosent au-dessus de moi. Quand j'actionne un interrupteur, les placards claquent quand je me mets vraiment en colère. Et je peux me connecter avec ces étoiles qui répondent à mes demandes en leur demandant de bouger ou de briller. Je sais que ça paraît fou, mais ça m'est égal. S'adapter à une société malade n'est pas un signe de bonne santé. Je suis fière d'être différent. Peu importe notre passé, nous méritons des réponses sans chercher de vengeance. Merci de nous laisser dire notre vérité. Et il y avait tellement de commentaires de personnes qui partageaient ce ressenti. Oui, quand je cours, j'étais dans le programme GATE, les lumières s'éteignent. Je t'ai dit que c'était quelque chose que Charlie avait dit. Et c'est tellement étrange. C'est comme s'il se moquait de Charlie en se moquant de moi. Il l'a dit. Il a dit qu'il pensait être un voyageur dans le temps. Il est allé dans une école spéciale. Et oui, c'est très intéressant que ces programmes existent. Honnêtement, je pense que j'ai été épargnée. C'est tellement intéressant de t'entendre le dire. Il voulait t'envoyer en académie spéciale car j'ai vécu la même chose. En CE2, tous les enfants ont eu leurs résultats d'état, sauf moi. Le mien tardait et j'attendais dans la classe de Madame Balistrieri. Et puis, ils ont fait venir ma mère et ils lui ont dit, vous savez, Candice a eu un score très élevé à ce test. Nous aimerions l'inscrire à ce qu'on appelait le programme des apprentis extraordinaires. Et après avoir suivi quelques-unes de ces classes, ils ont ensuite dit à ma mère qu'ils aimeraient payer tous les frais pour que j'aille dans cette académie, l'école privée Kinglow Heywood. Et ma mère a dit, eh bien, tu devrais y aller. C'est une opportunité incroyable. Et puis j'ai commencé à fondre en larmes, à pleurer en disant « Maman, s'il te plaît, ne me force pas à y aller. » On venait juste de changer d'école primaire. Et je me disais « Je viens tout juste de me faire de nouveaux amis. Je ne veux pas me refaire de nouveaux amis. Franchement, je te promets que je serai une idiote. Mais ne me fais pas changer d'école. » Et je me demande, d'abord, c'est ce que j'ai fait. J'ai alors délibérément fait comme si je n'essayais pas de faire de mon mieux. Je restais quand même, tu sais, dans les classes AP et Honors, mais j'étais un peu très, désinvolte à propos de l'école. Et je me souviens, je devais toujours suivre le programme LP. Je me souviens qu'on prenait le bus pour aller dans d'autres écoles. C'est vraiment intéressant de réfléchir à quel est le véritable objectif de ces programmes. Probablement pour identifier les enfants et s'assurer que s'ils sont brillants d'une manière ou d'une autre, et je ne dis pas que je suis brillant, il se trouve juste que je faisais partie de l'un de ces programmes. Ils veulent probablement que tu travailles pour le gouvernement. Ils veulent sans doute s'assurer qu'ils peuvent te suivre. Et c'est une chose tout à fait sensée. C'est la conclusion, surtout si tu lis les commentaires. Les gars, il le faut. J'ai l'impression que je pourrais faire toute une série sur ces programmes maintenant. Je veux juste enquêter sur ces programmes. Je pense qu'il y a d'ailleurs certains podcasts qui le font. Mais oui, c'était incroyable de lire vos commentaires. Des gens ont parlé des membres du DOD qui sont venus les rencontrer, qu'ils ont dû s'asseoir avec des militaires et discuter avec eux. Tout est là.
Ça se passe dans la section des commentaires. Faites revenir Brett Cooper. Je le dis, on a besoin de Brett Cooper dans cette section de commentaires. Tu sais, je paierai pour ça. Bref, je vais lire encore quelques commentaires de l'épisode d'aujourd'hui. Rachel écrit « Satan sait que son temps est compté. Le même avenir qu'il voyait sans cesse, de l'épisode d'hier, c'est que Dieu gagne. Il gagne toujours. C'est mon sentiment sur le projet Looking Glass. Comment changer ça? » Et donc, ils sont probablement en train de mettre plein de marcheurs blancs partout dans la société. Tu vois ce que je veux dire quand je parle de marcheurs blancs? Ils abusent juste des enfants qu'ils ont en quelque sorte transformés en programmes automatisés et qui feront tout ce qu'ils disent. C'est ce que je ressens qu'il se passe. Je suis aussi frappée, je sais que je suis un peu en train de râler auprès de vous, mais je suis aussi frappée par cette poussée vers le Groenland. Et je vais vous dire pourquoi, parce que je me demandais, pourquoi parle-t-on soudainement autant du Groenland? Je ne dis pas qu'on n'a pas déjà parlé du Groenland comme d'un atout, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train d'intensifier ça. Et ils disent, non, il nous faut le Groenland dès demain. Je me demande, qu'est-ce qui se passe? Je n'avais aucune idée qu'on avait cette base militaire, une base militaire souterraine qui a été établie là-bas, notamment pour lancer des missiles pendant la guerre froide. Donc l'Amérique y est littéralement investie. Mais l'histoire des missiles a été un déclencheur pour moi parce que je t'ai montré ça. Dans le cadre des prédictions de Charlie, non seulement il allait mourir, mais il sentait qu'une dévastation arrivait. En lien avec un missile, une guerre impliquant des missiles. Je ne me souviens plus exactement du message texte, mais je trouve ça intéressant. C'est très... Tout cela, je trouve ça fascinant. Et c'est pour ça que j'en parle dans mon émission, parce que c'est mon émission et que c'est ce qui m'intéresse. Et je suis désolée de ne pas souffrir de ce que c'est, qui fait croire aux gens que les cools sont ceux qui écoutent le gouvernement. Je pense que vous êtes les personnes les plus nulles qui soient. Les gens qui prennent de l'argent pour répéter les discours du gouvernement, vous êtes vraiment trop nuls. Vous êtes tellement pas cool et vous essayez de faire croire que ça l'est. Genre, Gretchen essaye de rendre Fetch cool, mais ça ne marche pas. On s'en fiche. On va parler de ces sujets. On va parler du programme Gate. On va parler de télépathie. On va parler des enfants qui courent sous les lampadaires, qui s'éteignent. Et oui, ça s'ouvre beaucoup. Et je pense que ça rend le gouvernement assez nerveux. Et au final, on va parler du fait que le Christ l'emportera. En fait, à bien des égards, il a déjà gagné. D'accord. Lis encore quelques commentaires de l'épisode d'aujourd'hui. Jésus est roi, à juste titre de la part de Luc. Je prie constamment, j'envoie mon ange pour t'aider, Ann Tucker. Nick, je l'aime bien, mais il ne sait pas de quoi il parle. Je fais des vidéos YouTube depuis 10 ans, mais maintenant, avec la bataille spirituelle, je dois aider. J'aimerais beaucoup t'inviter sur mon podcast à l'avenir. Merci. Oui, en fait, il n'est absolument pas préparé à ça. Et il devrait prendre du temps pour apprendre, en fait. Peut-être pourrait-il apprendre d'un Africain subsaharien. Cela pourrait l'aider. Jess écrit « Christ est roi, allez Max ». Mathieu Alvarado écrit « Je vois déjà les supporters de Grappers perdre la tête à cause de ça. Vous n'imaginez pas à quel point il répète qu'il a fini de parler de vous, mais il est clair qu'il n'a pas arrêté depuis. Au fond de lui, il sait que vous avez raison. Il a du potentiel. Il pourrait lire quelques livres et il pourrait être utile, mais les hommes ne devraient pas le suivre. Il n'a rien dans sa vie qui mérite d'être suivi. Ce que vous voulez refléter, ce que vous voulez devenir, ce que vous considérez comme bon et accompli. Une personne qui s'énerve contre les femmes et qui maintenant banalise la pédophilie, j'espère que ce n'est pas votre référence en matière de sujets et d'opinions politiques. Celle-là était vraiment stupide. Et ce qu'il aurait dû faire, c'est faire preuve d'un peu d'humilité et dire « Je me suis complètement trompé. C'était stupide et je suis désolé. C'était juste idiot. C'est tout ce qu'il fallait. » Mais il ne peut pas. Parce qu'il y a des gens qui lui disent que tout ce qu'il a à faire, c'est d'en rajouter dans la bêtise. Encore une fois, il souffre en réalité du besoin d'être cool. Si j'étais Dan Wilkes, j'achèterais juste une armée de bots et je leur ferais simplement dire « dis ceci, dis cela ». Et je sais qu'il le dirait parce qu'il réagit à la pression des pairs sur Internet, ce qui est nul. Cisbert écrit « Ta dernière vidéo m'a fait penser à la lanceuse d'alerte Sabrina Wallace. C'était une enfant qui affirme que la DARPA a testé le biosonar sur elle et d'autres enfants dans les années 80 et 90. Ils avaient l'air genre des enfants magnifiques, spéciaux, qui se démarquaient. C'est fascinant. Et comme je l'ai dit, il devrait y avoir toute une série sur ce sujet. Je pense vraiment que Charlie a été testé par la DARPA. Je pense qu'il l'a été, évidemment, on peut le prouver. Il a été suivi par l'armée. Je veux dire, Turning Point a été fondé en partie par Bill Montgomery, qui était impliqué dans l'armée de l'air. Je crois qu'on a lu ça hier et qu'il était dans la réserve. Donc, on est sur la bonne voie. On est toujours sur la bonne voie, mais ils disent toujours qu'on ne l'est pas, ce qui nous fait savoir parfaitement bien
que nous devons continuer sur ces pistes et que d'autres choses seront révélées si vous avez plus d'informations, en particulier concernant Fort Huachuca. Encore une fois, je vais poursuivre cet alibi sérieusement. Je vais leur envoyer une vidéo pour qu'ils sachent de quoi je parle. Je ne sais pas si c'est juste des traductions qui se perdent par message texte. J'espère que j'aurai une mise à jour pour vous d'ici lundi. Mais si vous avez plus d'informations sur Fort Huachuca, plus de conseils sur CandaceOwens.com. Sinon, une interview entre Myron Gaines et moi sort demain. Les gens ont vraiment adoré cette interview. En fait, c'est lui qui m'a interviewé et on a un peu parlé de l'état du féminisme, de mon livre, Making a Sandwich, et des raisons pour lesquelles j'ai voulu l'écrire. Et certains de nos annonceurs ont dit que c'était une conversation fantastique. Merci de le mettre aussi sur votre plateforme parce que je pense que les gens ont besoin de l'entendre. Et j'ai dit, d'accord, parfait, nous allons le faire. C'est fait. Donc demain, vous aurez ça. Et puis, on se retrouve pour un épisode en direct lundi.